d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de SAS Débat, saison 1, épisode 11. 11 et Chad Esrei en hébreu, comme le titre de l'excellent dernier album de l'artiste israélien Itai Levi, sorti en mars 2025. Au sommaire ce soir, 62% des Israéliens s'opposent à la création d'un État palestinien, même si cela permettrait à Israël de normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite. Qu'en pensent les débatteurs du soir? Réponse dans quelques minutes. C'est l'enquête dont tout le monde parle. Je parle bien évidemment de l'enquête de l'IFOP sur l'islam en France. Mathilde Tchoukhinine a co-dirigé cette étude. Elle sera notre invitée pour l'interview du tac au tac. 4 débatteurs, 4 informations. Rendez-vous après la pub pour le tour de l'info avec au programme Raphaël Glucksmann, le Hamas, Steve Witkoff et les frères musulmans au Texas. Le second débat sera consacré à l'affaire qui oppose le média Frontières et l'enseigne Le Roi Merlin. Éric Tegner, le fondateur de Frontières, sera notre invité en fin d'émission. Et enfin, Julien Assal aura un petit message pour vous en fin d'émission, carte blanche impertinent de notre humoriste. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Allez, c'est parti! SAS Débat, saison 1, épisode 11. 11 comme les 11 joueurs qui composent une équipe de football et qui composent l'équipe des débatteurs de SAS Débat ce soir. Bonsoir Jérémy Simber. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous êtes un militant du parti bleu-blanc de Benny Gantz, mais vous êtes surtout un influenceur food sur les réseaux sociaux et vous étiez au festival du dessert à Tel Aviv. Allez, faites-nous saliver Jérémy. C'était très bon en tout cas, avec beaucoup de variations, beaucoup de choses bien sucrées comme on aime. Vraiment, c'est conseillé. Et c'est 2 fois par an que ça se passe. Et c'est où? À Sarona, au Sarona Market, donc à Tel Aviv. C'est organisé par Sarona. Et donc, il y a plusieurs pâtisseries, boulangeries, etc. qui ont leur stand avec que des bonnes choses à proposer. Donc, voilà, je vous le recommande vivement pour la prochaine fois. Et en face de vous, Alexandre Bensoussan, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, très bien et vous? Est-ce que vous êtes gourmand, Alexandre Bensoussan? Comme tout le monde. Oui. Bien sûr. Donc vous auriez pu aller au salon du dessert. Oui, mais il nous a pas communiqué ça avant, vous voyez. Mais il faut le suivre. La prochaine fois, je le ferai. J'avais l'habitude d'être avec Amir et tombé, voilà, et voici que notre nouvel invité a quand même de meilleures recommandations. Mais il faut le suivre sur les réseaux sociaux, c'est absolument fabuleux, hein. Vraiment. Faut le suivre. Et à Paris, j'ai le plaisir de retrouver Yael Lerrer. Bonsoir Yael, comment allez-vous? Bonsoir, ça va? Et à vos côtés, Rachel Bourlier. Rachel, est-ce que vous pouvez raconter à nos téléspectateurs quel entraîneur de football a regardé une de vos stories Instagram? C'est incroyable ça. Pep Guardiola. Rien que ça. Bon, je l'ai un petit peu gratiné. Alors allez-y, expliquez-nous. Je vous cache pas que il devrait s'occuper de son club Manchester City et comme il tient des propos nauséabonds concernant Israël et les derniers propos c'était nous avons abandonné, je crois, la Palestine, Israël a détruit tout un peuple. Bon là, voilà, j'en pouvais plus, je m'attendais pas à ça. J'ai fait un petit commentaire en repostant ses propos, en lui disant qu'il devrait s'occuper de son club et laisser la géopolitique aux autres. Et voilà. Et puis j'avais mis une petite chanson de Lily Allen en fond avec voilà certains petits propos qu'on connaît tous. Son titre, on a bien compris. Dont vous vous souvenez sûrement. On a voilà. bien compris. Et ben voilà, ma grande surprise, il a vu la story. Je vous cache pas que j'aurais. La story. Voilà. Bon, j'aurais préféré que ça soit Rafina ou Gabi qui regarde ou Hans Flick. Vous savez que je suis une fan du FC Barcelone, mais bon, c'était Pep Guardiola que j'aimais particulièrement puisqu'il était entraîneur du FC Barcelone. Une légende du FC Barcelone. Mais il est devenu pire que Sanchez. Donc malheureusement, voilà, un antisémitisme profond chez lui. Bon, mais bon.
Et c'est maintenant le moment de découvrir. C'était la petite anecdote du début d'émission et on adore ça. Et je suis sûr que nos téléspectateurs Exactement. aussi. Et c'est le moment maintenant de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question, les frontières de 1967 sont-elles de l'histoire ancienne? Vous êtes d'accord à 67% avec l'avocate Caroline Sportes. Et à la question, êtes-vous inquiet par la pratique religieuse rigoriste des jeunes musulmans de France? Vous êtes d'accord, alors là c'est un raz-de-marée, à 94% avec Barbara Lefebvre. Autre enquête. 62% des Israéliens s'opposent à un État palestinien, même si cela ouvrait la voie à une normalisation avec l'Arabie Saoudite. De son côté, Mohamed Ben Salman a répété la position traditionnelle de l'Arabie Saoudite. Oui à la normalisation, si et seulement si un État palestinien était créé. Et Israël fait face à l'un des choix les plus importants de son histoire. Accepter la création d'un État palestinien pour nouer des liens avec l'Arabie Saoudite ou tourner le dos à la normalisation pour empêcher la création d'un État palestinien. Ce dilemme a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons décidé de poser cette question à nos débatteurs. Un État palestinien contre une normalisation avec l'Arabie Saoudite, est-ce que ça vaut le coup? Jérémy Simber et Rachel Bourlier ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. SAS Débat, saison 1, épisode 11, face à face 1, un match France-Belgique sans Eden Hazard ni Kylian Mbappé. C'est parti. Jérémy Simber, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Rachel, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? N'oubliez pas, vous avez 1 minute pour convaincre. Jérémy, c'est à vous. Alors moi, personnellement, quand on parle d'un État palestinien, d'abord, il faut être assez nuancé parce que tout le monde sait que Mohamed Ben Salman, personnellement, lui-même, n'est pas forcément pour un État palestinien, donc ça déjà. Ensuite, si ce serait vraiment une condition pour qu'il y ait une normalisation avec l'Arabie Saoudite, eh ben, soyons honnêtes, actuellement, à court terme, ce serait quelque chose de très difficile à réaliser parce que d'un côté, on a le Hamas qui est toujours au pouvoir à Gaza et de l'autre côté, dans Cisjordanie ou dans les territoires contestés, on a une autorité palestinienne qui est complètement corrompue, donc ce n'est pas possible. Par contre, à long terme, et ceux qui me connaissent et qui m'ont vu dans les débats précédents savent que je suis cohérent sur ce sujet, à un moment donné, il va falloir s'asseoir et il va falloir discuter. Est-ce que ces discussions vont mener à un État palestinien ou non? Ça, je ne sais pas. Mais il va falloir discuter avec ceux qui veulent discuter avec nous et qui sont prêts à nous laisser vivre en paix et en sécurité. Vous avez encore du temps. Eh bien, je confirme qu'actuellement, ça va être très difficile pour accepter un État palestinien, mais à long terme, si on trouve les gens avec qui on peut négocier, je serai éventuellement d'accord, mais il y aura en effet des conditions. Voilà, les conditions sont là et voilà, je veux juste être clair sur ce point-là. Merci beaucoup, Jérémy Simber. Rachel Bourlier, c'est à vous. Alors, un État palestinien à part entière, souverain, aujourd'hui, en ce qui me concerne, n'est pas envisageable. En tout cas, comme la France, comme la Suisse ou comme Israël. Non, parce qu'il serait une base potentielle pour mettre en danger Israël et toute la région. Alors même si, en effet, l'Arabie Saoudite ne suffirait pas pour résoudre cette problématique et Israël serait obligé de rentrer en guerre avec cet État palestinien. Donc, à l'heure actuelle, je pense que non, ce n'est pas envisageable. Une solution pourrait émerger toutefois si en tout cas cet État futur accepterait certaines conditions. Accepterait par exemple, si les Palestiniens accepteraient l'idée de ne pas avoir sa propre armée ou encore sans contrôle autonome de ses frontières, comme on peut le voir avec, on a un modèle que l'on connaît, nous, on a Andorre ou Monaco, ils acceptent, on connaît ce modèle et ça fonctionne. Donc ça serait une entité sans sa propre armée. Merci beaucoup, Rachel. Qui accepterait des frontières et ça fonctionne. Voilà. Mais je pense que nos téléspectateurs ont remarqué, il y a un petit problème technique
avec les 60 secondes. Les 60 secondes ont duré très longtemps. Et moi, je disais à Jérémy Silver, mais Oui, on a vu. de continuer, mais je me disais aussi que c'est fini. Il a eu plus de temps, lui. Il a eu plus de temps. Non, parce qu'en fait, il y a un problème technique avec les 60 secondes. On va régler ça pour le second débat. Mais vous inquiétez pas, vous avez tous les deux largement les 60 secondes. J'ai l'impression que ces 60 secondes allaient durer des heures. C'est pas possible. Voilà. Il faut régler ça. Essayez de régler ça en régie pour que, après la pub. Vous n'êtes pas obligé de régler ça. Si, il faut régler ça parce que Alexandre Bensoussan, il va en profiter, il va parler pendant 50 minutes. Yael Lerer, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Jérémy ou avec Rachel sur cette question? Il faut normaliser avec l'Arabie Saoudite et créer un État palestinien selon vous? Écoutez, moi je pense qu'il y a en ce moment-là un État palestinien. Je ne sais pas si le projet d'État palestinien est viable de toute façon, parce qu'on est dans une situation où entre la Méditerranée et le Jourdain, en fait, on a déjà un État qui est un État d'apartheid, qui je ne vois pas comment on peut vraiment se séparer pour des États viables. Alors, moi, je ne suis pas contre la reconnaissance d'État palestinien. Je pense que c'était une étape très importante d'Emmanuel Macron, parce qu'on reconnaît les droits, on reconnaît que tous les deux peuples ont les mêmes droits, mais par contre, séparer Israël-Palestine pour des États et séparer, c'est juste pas possible. Comment on va les faire exactement? Est-ce qu'on va séparer complètement Jérusalem? Est-ce qu'on va couper les Palestiniens de Jérusalem des Palestiniens de Cisjordanie? Est-ce qu'on va déchirer des familles? Comment on va évacuer presque 800 000, 750 000 colonnes qui sont là en manière illégale? Alors, c'est pas pour demain, de toute façon, un État palestinien. Et la question de la normalisation est une question importante, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de normalisation, mais ce qu'on veut, c'est normaliser l'état d'apartheid, normaliser l'occupation. Alors, évidemment, moi, je pense qu'on a un vrai problème avec les Saoudiens. Et l'Arabie Saoudite, c'est pas exactement la grande démocratie. Merci, c'est pas exactement un pays, ni l'Arabie Saoudite, juste pour compléter, ni l'Arabie Saoudite, ni des autres pays arabes. C'est pas les citoyens qui les intéressent. C'est pas l'égalité citoyenne, c'est pas les valeurs de la République. Alors moi, je suis très républicaine aussi quand ils considèrent des Israéliens et des Palestiniens. Non. Rachel. Alexandre Bensoussan n'a pas eu la parole. Alors, je vous pose la question, est-ce que le gouvernement israélien ira au-delà de la volonté de son propre peuple, qui, on le voit enquête après enquête, est contre cette normalisation, si c'est pour qu'il y ait un État palestinien? Alors, je vais être concis et répondre à votre question, et je vais faire fi, en fait, des mots qui ont été prononcés et qui sont des mots de faussaires de l'histoire, c'est-à-dire le mot d'apartheid, la qualification d'apartheid, la qualification, en fait, de colonisation par Yael précédemment, qui est complètement inadmissible. En plus de ça, elle prône à la fin de son propos les grandes valeurs de la République. Je rappelle qu'en Israël, a priori, le port du voile, c'est quelque chose qui n'est pas interdit. En France, par exemple, le son des cloches dans les églises est quelque chose qui est autorisé. En revanche, à côté de ça, l'appel à la prière de l'imam en France n'est pas autorisé. Ce n'est pas le cas en Israël. Bon, vous savez, des notions d'apartheid, chacun en a. Si vous avez les vôtres, a priori, je pense que c'est un problème qui est plus personnel. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que lorsqu'on parle de paix avec l'Arabie Saoudite, il faut essayer de comprendre de quelle paix il s'agit. Est-ce que c'est une paix qui inclut le fait de vendre des F-35 à l'Arabie Saoudite et qui inclut aussi le fait de forcer la main à l'Arabie Saoudite pour investir aux États-Unis et par conséquent, et moi c'est ce que je vois et c'est ce qui m'attriste et m'alarme tout particulièrement, c'est que l'Arabie Saoudite est en train de remplacer petit à petit, est susceptible de remplacer petit à petit Israël en tant que partenaire primaire des États-Unis au Moyen-Orient. Et avec les investissements qu'il s'apprête à faire aux États-Unis, quant auxquels Donald Trump a forcé la main à Ben Salman, et éventuellement par la vente d'armes. Et à côté de ça, lorsqu'on va parler d'un État palestinien, après avoir justement établi et convenu qu'il y a un flou autour justement de la paix et de ce que ça représente avec l'Arabie Saoudite, quand on parle d'un État palestinien, il y a 4 critères dans le droit international en fait pour décréter qu'un État existe. C'est premièrement un gouvernement, une population donc, qui est convenue sur le territoire, des frontières. Donc une population permanente, des frontières et la reconnaissance internationale. On n'a aucun de ces 4 critères. On a un gouvernement qui est corrompu. La reconnaissance internationale quand même.
Il y a beaucoup de pays dans le monde qui reconnaissent l'État de Palestine. Oui, la reconnaissance internationale, petit à petit, on va dire qu'il y a un crescendo pour la reconnaître. Mais si vous avez un des 4 critères et qui vous montre et qui vous manque les 3 autres, écoutez, je pense qu'il n'y a pas lieu de parler de ça. Jérémy Simber, qu'est-ce que ça changerait dans la vie de l'Israélien moyen, une normalisation avec l'Arabie Saoudite? Je rappelle quand même que l'Arabie Saoudite, c'est le plus grand pays de la région. Je veux dire, moi, personnellement, je pense que c'est capital qu'Israël fasse tout pour qu'il y ait une normalisation. Je suis d'accord qu'on ne peut pas le faire actuellement à tout prix. Ça n'est tout simplement pas possible. Par contre, ce qui est en effet inquiétant, c'est cette vente des F-35 par l'administration Trump qui est supposée être plutôt de notre côté. Et là, on va dire que c'est l'argent qui parle. Et voilà, c'est quand même assez inquiétant. Donc oui, il faut tout faire pour qu'il y ait cette normalisation. Et je suis convaincu que MBS, Mohamed bin Salman, il voudrait qu'il y ait cette normalisation, mais à cause de la rue arabe, à cause de sa population également, qui réclame cet État palestinien, ils se sont obligés de mettre ça comme condition. Donc pour l'instant, c'est difficile. On me dit dans l'oreillette que Rachel Bourlier veut réagir. Allez-y, Rachel. Oui, c'est vrai qu'on est inquiet par rapport à ces F-35 sur la sécurité d'Israël, mais il y a une loi américaine qui protège, qui dit que les Américains doivent donner l'avantage qualitatif sur la technologie à Israël. Donc si cette vente a eu lieu, Israël a quand même cette sécurité. Donc moi, je ne suis pas inquiète concernant cette vente Israël. On n'a pas tous les tenants et les aboutissements, mais on saura très prochainement si cette vente a eu lieu. Israël a toutes les garanties sur sa sécurité concernant l'Arabie Saoudite. J'en suis convaincue. Jérémy, rapidement. Je veux juste rajouter la vente n'aurait pas été faite. Je veux juste rajouter que même si cette vente est faite, on parle de au moins quelques années avant que effectivement ces F-35 soient en Arabie Saoudite. Moi, je veux quand même rappeler que Donald Trump, c'est un personnage, donc c'est l'un des figurants internationaux les plus rationnels, c'est-à-dire qu'en fait, il voit que l'intérêt économique des États-Unis lorsqu'il va se prêter en fait au jeu de la politique internationale. Donc par conséquent, lorsqu'il va en Arabie Saoudite et qu'il conclut, par exemple, avec MBS, des partenariats qui vont concerner Nvidia, donc les GAFAM, les Magnificent Seven, etc., je ne pense pas qu'il ait les intérêts d'Israël qui soient les premiers à son esprit. Yael Lerer, le mot de la fin sur cette partie et après on avance. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Non, mais c'est juste, et encore une fois, toute cette histoire-là, et le fait qu'il y a tellement des Israéliens qui disent on ne veut pas normaliser, alors on pense quoi exactement? C'est-à-dire, si on veut rester dans le Moyen-Orient, si les Israéliens, quand on pense de l'avenir, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire la seule avenir possible pour des Israéliens et pour des Palestiniens, c'est venir en paix. La seule avenir possible pour la région, c'est vivre en démocratie. Et c'est pour ça, c'est-à-dire on a besoin d'une paix. On a besoin d'une normalisation. Mais encore une fois, pas une normalisation d'occupation, pas une normalisation d'apartheid. On a besoin de relations qui sont basées sur l'égalité, sur la justice et sur la démocratie et, encore une fois, sur les valeurs républicaines. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de cette question et évidemment, on continuera de parler de ce dossier sur l'antenne d'i24 News. Nous en parlions hier dans l'émission. Une enquête de l'IFOP met en lumière une pratique de plus en plus rigoriste de l'islam par les jeunes musulmans en France. Et qui de mieux pour en parler que la responsable de cette enquête? C'est parti pour l'interview du tac au tac. C'est maintenant. Bonsoir Mathilde Chounikin, vous avez co-dirigé cette étude pour l'IFOP. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Déjà, une première question. Comment avez-vous mesuré le chiffre de 7% de musulmans en France ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé un échantillon qui est représentatif de l'ensemble des Français, donc un échantillon global d'un peu plus de 14 000 personnes. Et ensuite, de cet échantillon, on a extrait les réponses d'un peu plus de 1000 musulmans, 1100 musulmans. Et ensuite, on a redressé ces données sur les chiffres qui sont du recensement de l'INSEE.
Et donc, c'est ça qui nous a amené à ce chiffre de 7%. Et comment expliquez-vous ces différences dans la pratique de la religion entre les jeunes et les plus anciens? Oui, alors effectivement, c'est des données qui nous ont beaucoup interpellés. Donc, vous le dites, il y a globalement tout de même un phénomène de réislamisation, puisque ça met en lumière, y compris chez les plus âgés, un renforcement de la religiosité et des pratiques cultuelles. Donc la prière quotidienne, le fait d'aller à la mosquée tous les vendredis, c'est quelque chose qui augmente de façon générale. Et effectivement, ça augmente de manière beaucoup plus spectaculaire chez les jeunes générations. Il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte. Le premier, c'est qu'il faut d'abord préciser que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux musulmans. C'est un mouvement, c'est la surpopulation des jeunes, c'est un mouvement qu'on retrouve de façon plus large également chez les adeptes des autres religions. C'est ce qu'on a mis en évidence aussi avec des points de comparaison sur certaines questions. Donc c'est quelque chose qui est plus large que les musulmans. Et ensuite, il y a probablement des effets de s'être construit dans un contexte où l'islam était très stigmatisé, très politisé en France et où l'identité religieuse est devenue une sorte de refuge. Et on peut probablement ajouter l'influence assez récente avec des contenus religieux très rigoristes qui se diffusent sur les réseaux sociaux et l'actualité internationale qui va beaucoup amplifier ces discours auprès des jeunes. Et en parlant des réseaux sociaux, le compte Agi+ en français, donc la chaîne pour les jeunes d'Al Jazeera, remet en cause la méthodologie de votre enquête. C'est une vidéo qu'ils ont publiée aujourd'hui. Alors, le Qatar vous conteste. Est-ce que vous êtes surprise? Alors, sur la méthodologie, on s'attendait effectivement à ce que ce soit remis en question. Mais par contre, pour nous, cette enquête, elle est très solide. Les 14 000 personnes qu'on a interrogées, dont sont extraits les 1000 musulmans, c'est une enquête qu'on a fait par téléphone. Donc, c'est le mode de recueil le plus solide parce que c'est ce qui permet la meilleure couverture géographique, la meilleure couverture sociologique pour arriver à toucher cette population musulmane qu'on a un peu plus de mal à avoir, par exemple, avec des modes de recueil sur Internet. Donc, sur le point de vue de la méthodologie, notre enquête est très, très solide. Merci beaucoup, Mathilde Chounikin, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargée d'études senior à l'IFOP. À très vite sur i24 News. Merci. Rachel Bourlier, j'imagine que vous avez lu cette enquête. Comment vous avez réagi en apprenant ces chiffres? Écoutez, je suis choquée voir une partie de la jeunesse être aussi bienveillante envers les islamistes, alors que la France leur a offert l'école, la liberté et la santé. Je suis abasourdie. C'est un défi pour le vivre ensemble, et on se dit que la France a tout à reconstruire. Yael Lerrer, à votre tour de réagir. En fait, moi, je suis choquée d'une autre chose. Imaginons-vous, enquête IFOP sur la judéité en France. Imaginez-vous. Et je pense que c'est exactement la même chose. Moi, ça fait 16 ans que j'habite en France et je vois comment les pratiques religieuses est beaucoup plus marquantes chez les Juifs en France aussi. On parle de charia, là. Non, mais je parle de la même chose. Je parle des personnes qui, leurs parents étaient dans l'école publique et maintenant, ils sont dans les écoles juives. Moi, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre et moi, je suis pas laïcard. Moi, je suis pour les droits de marcher dans la rue avec son kippa. J'habite dans le 19e. Là, il y a des personnes qui marchent avec les talites dans la rue pendant la fête et moi, je le trouve génial. Et la charia, je trouve génial. Non, moi, il y a pas cette question-là. Il y a les sondages, ils disent pas qu'on va adapter les charia. Et moi, ce qui me choque, qui 80, et vous venez de citer et les sondages que vous avez fait, et pas les sondages, les trucs Instagram d'hier, où il avait 94% de vos spectateurs qui sont inquiets des pratiques religieuses des musulmans. Oui. Mais en fait, c'est la même chose. Et en plus, c'est la même pratique religieuse. On est scandalé par le fait que les femmes couvrent leur tête. Et les juifs, les femmes juives, elles font quoi? Elles couvrent leur tête, n'est-ce pas? Jérémy. On est choqué par les faits qu'on ne se touche pas. Et les juifs, ils font quoi? Et moi, je suis
pour les religieux. Merci Yael. Je suis pour le fait qu'on peut pratiquer la judaïté en France. Et je pense qu'il faut, c'est exactement la même chose. Et c'est un scandale et c'est un truc qui, à la fin, qui marche contre les juifs. Mais bien sûr qu'on peut pratiquer sa religion comme on le souhaite, tant qu'on le fait chez soi, tant que ça se passe en famille, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle en effet de charia. On parle de, combien c'était, 35% des jeunes qui sont affiliés ou qui ressentent un lien avec les frères musulmans. Alors, attendez, on vient de fêter, on vient de commémorer, excusez-moi, les 10 ans. Vous n'avez pas lu. Laissez Jérémy. On est à commémoration, on est à quelques jours des 10 ans de l'attentat, des attentats de Paris. Et là, ce sondage, je suis désolé, mais moi qui suis aussi pour la liberté de tout, de religion, d'expression, etc., quand on voit ça, on peut quand même se dire inquiet parce que c'est quand même un nombre qui est assez important. Et je tiens à rappeler une chose, moi-même qui suis originaire de Sarcelles et qui était éduqué dans l'école de la République, dans l'école laïque, de plus en plus de familles juives choisissent de mettre leurs enfants dans des écoles juives, non pas par choix, mais parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que leurs enfants se font agresser dans les écoles publiques et se font... Non, c'est par choix, c'est assumé. Il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas le choix. Il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas le choix de mettre leurs enfants parce qu'il y a une insécurité aussi dans l'école publique vis-à-vis des élèves juifs, et ça c'est incontestable. Pas nier le fait, je veux dire que... Faut qu'on avance. D'accord. C'est l'heure de marquer une courte page de pub. À tout de suite sur i24 News. אלבר, רק את הטוב! ועוד הנפקה מוצלחת לחברת ההייטק הישראלית. אולי יצאו את העצבים שלו. גבירותיי ורבותיי, נחתנו בעזה בנמל התעופה בן גוריון. ברוכים הבאים לישראל. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise des rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là, chaque seconde, auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org.
marre de ces interviews. Tout est trop attendu, trop calibré, vous comprenez? Allergie au politiquement correct. Stade avancé. Et si on osait tout dire? On essaye. Confidence, c'est un moment hors du temps. Des figures inspirantes, publiques ou plus discrètes, nous racontent leurs rêves, leurs blessures, leurs vérités. Confidence avec Nathalie Nagar. Sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Rachel Bourlier, Yael Lerer, Alexandre Bensoussan et Jérémy Simber. Alexandre, vous souhaitiez réagir à notre débat d'avant la publicité, allez-y. Je souhaitais réagir en fait à ce que Yael a dit précédemment. Je trouve qu'il y a une grande qualité, on va dire, qu'a la gauche et les gens de gauche, c'est qu'ils arrivent en fait à jeter un voile pudique sur tout ce qui les gêne, à balayer un peu sous le tapis tout ce qui est un petit peu sale, tout ce qui éclabousse les murs, pour finalement en fait voir seulement ce qu'ils ont envie de voir. En réalité, lorsqu'on regarde la situation en France, il n'y a pas que les familles juives qui mettent leurs enfants dans des écoles juives. Les familles françaises athées mettent leurs écoles aujourd'hui dans le privé catholique, pour avoir justement non pas une meilleure éducation, mais pour seulement assurer en fait la sécurité de leurs enfants. Donc en réalité, lorsqu'on voit ce genre d'études, et moi, loin de moi, la volonté de me prononcer en réalité sur les pratiques individuelles de chacun chez eux, mais lorsqu'il s'agit d'islamisme, et lorsqu'on parle de charia, et lorsqu'on parle de volonté d'extrémisme, alors je pense quand même qu'il faut faire front uni. Vous devriez le savoir. Yael. Je vous conseille vraiment de lire vraiment l'étude et regardez vraiment les critiques sur l'étude. On l'a lu, même l'étude, il dit pas qu'on adhère à un charia, qu'on veut impliquer les charia en France. Si, clairement. Ça parle de lien avec les frères musulmans et le charia. Il y a aussi des chiffres sur la charia. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais il n'y a pas une question sur est-ce que vous voulez impliquer les charia en France. Ça n'existe pas dans l'étude. Si, il y a une question sur ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Après, encore une fois, si on demande de manière privée, si on demande à un juif pratiquant, est-ce que vous êtes plus fidèle à la halakha pour ta vie de tous les jours? Mais c'est pas la question, Yael. La question, c'est est-ce que vous voudriez appliquer la halakha au niveau national? Je vous garantis qu'il n'y a aucun juif en France. On a vu le chiffre s'afficher. Il n'y a aucun juif en France, Yael, qui serait pour appliquer la halakha, la loi juive, à l'État national. Est-ce qu'on peut remettre un chiffre précédent, s'il vous plaît? Ce n'est pas vrai. Une fois de plus, vous masquez, vous jetez un voile pudique sur les données qui vous dérangent et vous transformez le débat. Il n'y a pas en France, c'est pas moi qui transforme le débat. Il y a des problèmes du fond avec cette étude. C'est un sujet vaste. Je ne pense pas qu'il y en a. Non, il y a un problème avec l'islamisme. Il n'y a pas un problème avec une étude qui dénonce l'islamisme. C'est quoi les problèmes avec l'étude? Mais je vous conseille, je conseille à tous les spectateurs d'aller chercher l'étude. Oui, il y a 60 pages, on les a lues. Et les critiques sur l'étude. Et le chiffre. Mais encore une fois, moi, la question que j'ai évoquée, c'est d'abord comment on devient hystérique quand on dit les musulmans ils marchent les femmes musulmanes couvrent la tête et on ne comprend pas. Mais non, on devient hystérique en fait quand l'islamisme tue le Non, mais on a parlé de tout ça parce que l'étude il parle. Il faut qu'on avance. Qu'on avance. Jérémy Simber, le chiffre dont vous parlez tout à l'heure, pour être précis, c'est 42% des jeunes musulmans résidant en France éprouvent de la sympathie pour une mouvance islamiste. Donc c'est encore plus que... Pour une des mouvances islamistes, exactement. Ça, c'est inquiétant. Je veux dire, on peut... Moi aussi, je vous dis, je suis pour toutes les libertés possibles et tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et tant mieux. Mais là, soyons honnêtes. Il faut qu'on avance. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. C'est parti. Vous connaissez le principe, 4 informations pour 4 débatteurs. Chacun réagit l'un après l'autre à une des informations. Rachel Bourlier, je commence avec vous. Raphaël Glucksmann a déclaré hier soir sur LCI « J'ai milité pour que l'Union européenne ait une réponse plus ferme face aux crimes commis par Netanyahou, Ben Gvir, Smotrich, qui pour moi sont des ennemis.
j'ai toujours été partisan d'un État palestinien. Rachel, j'imagine que vous avez vu le débat ou l'émission complète de Raphaël Glucksmann hier soir sur LCI. Une réaction? Il est allé beaucoup plus loin. Il a même parlé de crimes de guerre. Il n'a pas condamné une fois le Hamas. Et quand j'entends Yael, j'ai vraiment l'impression d'avoir sa sœur spirituelle. Donc, je suis pas la sœur spirituelle. Non, mais en tout cas, il y a du Raphaël Glucksmann sort de ce corps. Donc, en effet, j'ai regardé l'émission, j'ai regardé le débat. Il a été particulièrement mauvais sur plusieurs aspects. Il a été mauvais sur tout ce qui concernait Israël. J'ai même le sentiment que, comme... je vais aller loin dans ce que je vais vous dire. S'il se cachait derrière sa judaïcité pour se permettre les pires horreurs. Donc, quand c'est Mélenchon, on y va, on tape dessus. Et quand c'est Raphaël Glucksmann, il peut y aller, il y va à cœur joie. Mais en même temps, il l'a toujours fait. C'est pas seulement maintenant. Il n'a jamais caché. Et alors, c'est vrai, on a le droit de critiquer Israël, mais Raphaël Glucksmann, c'est pas nouveau. Il a toujours défendu cette position et il l'a fait. Et pour conclure juste, face à Éric Zemmour, il a été aussi très mauvais sur l'histoire de France. Il n'a pas été bon. Et face à l'agriculteur, là, il était déconnecté de la réalité. Jérémy Simber, votre information. L'État américain du Texas a annoncé mardi désigner 2 organisations musulmanes, dont les Frères musulmans, comme terroristes. Outre les Frères musulmans, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a aussi placé le Conseil sur les relations américano-islamiques, l'une des principales organisations américaines de défense des droits des musulmans, sur la liste texane des entités terroristes. Une réaction ? Ce sont les frères musulmans, je veux dire, ceux qui ne savent pas ce que sont les frères musulmans, qui fassent quelques petites recherches et ils comprendront très vite qu'il y a absolument une nécessité à qualifier ces organisations-là de terroristes et pas moins que ça. C'est pas le cas dans beaucoup de pays européens. Bien sûr, c'est malheureusement pas le cas dans certains pays européens qui apparemment n'ont toujours pas compris ou font exprès de ne pas comprendre que ce sont en effet des organisations dangereuses qu'il faut absolument contrer et désigner comme terroristes. Yael Lerer, votre information. Le Hamas a affirmé mardi, dans un communiqué relayé par sa chaîne de télévision Al-Aqsa TV, que l'attaque à la voiture bélier au couteau qui a fait 1 mort et 3 blessés plus tôt hier au carrefour du Gush Etzion était, je cite, une conséquence inévitable de l'occupation israélienne en Cisjordanie. Fin de citation. Yael Lerer, une réaction. Moi, je pense que ce qu'on attend de Hamas, c'est évidemment, moi je soutiens pas Hamas, et j'ai 2000 problèmes avec eux, mais dans ces cas, c'est une analyse, et c'est vrai qu'il attaque, et tout ce qu'on voit maintenant dans les Cisjordanie, particulièrement avec les pogroms quotidiens, mais vraiment quotidiens, et des colonnes, et avec le soutien de l'armée, et du gouvernement israélien, et la situation dans la Cisjordanie est très, très, très tendue. Moi, je suis contre les violences, je suis contre les violences armées en général, je suis pacifiste, mais je crains, j'ai peur qu'on va avoir, encore une fois, beaucoup de violences et armées et beaucoup de morts au Cisjordanie. On a déjà beaucoup de Palestiniens qui sont morts tous les jours, beaucoup de blessés. Quand on voit les photos. Et je pense que si on continue comme ça, on risque d'avoir une grosse violence des côtés et ça me désole énormément. Guillaume Alexandre Bensoussan, j'ai dit Guillaume, pardon. En plus, j'ai écrit Guillaume, c'est terrible. Des sources palestiniennes ont indiqué au journal libanais Al-Mayadeen que la rencontre prévue aujourd'hui à Ankara entre Steve Witkoff et Khalil al-Haya, responsable du Hamas, avait été annulée en raison des pressions israéliennes. Déjà, un commentaire sur la possibilité d'une rencontre entre Steve Witkoff et ce responsable du Hamas, et ensuite un commentaire sur les pressions israéliennes qui ont entraîné l'annulation. Écoutez, concernant la possibilité qu'un responsable américain rencontre un responsable du Hamas, c'est vrai que moi je trouve ça absolument scandaleux. Ils sont déjà c'est pas la première fois. Je trouve que ça, oui, mais en fait lorsque ça l'a été les fois précédentes, ça a été dans le cadre en fait de négociations d'accords d'otages, donc par conséquent c'était des envoyés
du Hamas et on n'avait pas le choix pour négocier quelque chose qui était dans notre intérêt. C'était pas des discussions directes entre les États-Unis et le Hamas. Donc je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement alertant, puisqu'il écarte une fois de plus, et ça s'inscrit dans la lignée de ce que je disais précédemment, lorsque les États-Unis en fait vont commencer à pactiser et à faire des affaires avec l'Arabie Saoudite, ça éloigne un petit peu plus Israël, on va dire, de la table des négociations et on va dire des petits papiers des États-Unis. Il faut vraiment se méfier de cette situation et il faut justement essayer de mener une politique en fait qui nous rapproche de ça. Et votre deuxième question. Sur les pressions israéliennes qui ont entraîné finalement. Sur les pressions israéliennes. Israël a toujours son mot à dire en fait. Je trouve que c'est tout à fait logique. Enfin, Israël a son mot à dire étant donné qu'il s'agit quand même de la sécurité d'Israël et il s'agit en fait de discussions qui sont directement liées en fait, auxquelles sont directement liés le destin d'Israël. Donc par conséquent, je trouve qu'il est juste en fait d'avoir fait pression concernant ça. Merci à tous d'avoir joué le jeu de ce tour de l'info clair, net et précis. Parlons maintenant d'une polémique qui agite les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Interpellé sur X par des militants de gauche, l'enseigne Leroy Merlin a cédé à la pression et a retiré ses publicités sur le site du média Frontières. Cette polémique a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question à nos débatteurs. Frontières, Leroy Merlin, la gauche française est-elle la gauche la plus intolérante du monde? Yael Lerer n'est pas d'accord avec Alexandre Bensoussan. SAS Débat, saison 1, épisode 11, face à face 2, un débat Frontières sans le canapé rouge. C'est parti. Alexandre, vous avez la main, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. On espère que les 60 secondes vont fonctionner, quoi qu'il arrive, je vais lancer aussi sur mon téléphone. Yael, vous enchaînez juste après 60 secondes, pas 1 seconde de plus Yael, faut être concise. Tout le monde est prêt? Absolument. Alexandre, c'est à vous. Alors, pour répondre à votre question, je ne saurais pas dire si la gauche française est la gauche la plus intolérante du monde, mais ce qui est absolument sûr, c'est qu'elle en fait partie. Et ce qui est sûr, c'est que la gauche, il y a bien longtemps de ça, a cessé de défendre les libertés individuelles qu'elle prétendait défendre autrefois pour devenir une véritable dictature morale. L'affaire de Leroy Merlin le prouve parfaitement. L'affaire de Leroy Merlin, il faut le rappeler, c'est avant tout une censure économique, une pression idéologique, c'est-à-dire qu'un média déplaît, on va tout de suite en fait lui tomber dessus et livrer une inquisition qui est terrible. Mais je pense qu'il faut regarder en fait l'affaire au niveau macro, au niveau factuel, au niveau objectif et au niveau mondial. Les pratiques de la gauche sont des pratiques de truands, sont des pratiques de voyous. On l'a vu avec l'assassinat de Charlie Kirk, on l'a vu au niveau des universités, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, avec les blocus, avec justement les chasses aux juifs dans les groupes WhatsApp, avec cette espèce de chasse aux sorcières qui se mène de manière systématique. Et on le rappelle, la gauche a un passif en France, et ce depuis la terreur et la Révolution française. Yael Lerer, les 60 secondes fonctionnent. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Allez-y. Moi, comme Alexandre, je ne comprends pas c'est qui la gauche ici. Il me semble malheureusement que tout ce qui n'est pas extrême droite est devenu la gauche chez vous. Alors, et ça, je trouve que c'est un vrai problème. Et en plus, l'ONG qui a commencé ça, c'est une association d'origine américaine. Alors, il s'agit de la gauche américaine. Et moi, en général, je suis pour les boycotts, en général, comme un outil. Moi, encore une fois, j'aime la lutte non violente. Je suis contre la violence. Et je pense que les boycotts, les sanctions, etc., c'est pas que légitime. Moi, je pense qu'on a besoin de faire plus de sanctions, y compris plus de sanctions contre Israël, pour nous sauver, pour sauver l'avenir des Israéliens et en Israël. Alors, et heureusement, et encore une fois, ici, encore une fois, on ne parle pas des gauches. Les propriétaires de Leroy Merlin, c'est pas les gauches, c'est des milliardaires. Et moi, je pense que c'est vraiment, dans ces cas-là, il s'agit des fronts républicains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yael Lerer. Vous avez eu chacun 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs qui vont tout de suite voter sur le compte Instagram d'i24news en français et nous vous communiquerons les résultats demain. Et pour aller plus loin sur ce dossier, nous avons le plaisir de recevoir Eric Tegner, le directeur de Frontières. Bonsoir Eric, comment allez-vous? Bonsoir à vous, très bien, je vous remercie de m'accueillir ce soir. Avec plaisir. Comment avez-vous réagi dans un premier temps en découvrant cette annonce de Leroy Merlin qui aujourd'hui a été vue plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux? Oui, 20 millions de fois, c'est-à-dire que c'est un retour de flamme énorme contre Leroy Merlin. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'ai halluciné parce qu'on ne se contente pas de voir une entreprise qui pourrait céder et qui se dirait, bon, on va le faire discrètement. Non, ils ont revendiqué
cet positionnement politique en faisant un tweet et en disant qu'on n'était pas un média, qu'on était une plateforme, en expliquant que finalement on était d'extrême droite. Et donc c'est ça qui me paraissait totalement hallucinant. Et surtout, ce qui m'a surprise, c'est que en fait, c'est une injonction non seulement des Sleeping Giants, un collectif d'extrême gauche, mais surtout du député LFI Thomas Porte. C'est-à-dire qu'en France, on est dans un pays où il est plus acceptable finalement de soutenir un défenseur des terroristes du Hamas qu'un journaliste de droite. C'est ça qui me paraît absolument fou et c'est ce qui a révolté une très très grande partie des Français et des internautes. Je vous l'ai dit, 20 millions de vues sur ce tweet, des appels au contre-boycott qui ont été massifs, évidemment un soutien très fort envers Frontières. En fait, on est dans une guerre économique. Là, l'objectif, c'est de nous asphyxier financièrement. Ils ont essayé de nous interdire, ils ont essayé de nous sortir de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est une guerre économique et nous, on s'est retrouvés avec énormément de donateurs, d'abonnés qui encore en ce moment sont en train de nous soutenir et on est en train de gagner cette guerre économique. On est en train de la gagner et le roi Merlin perd. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le roi Merlin n'a pas compris une chose, c'est que les bricoleurs, c'est pas les bobos urbains des grandes villes. Les bricoleurs, c'est une grande partie du peuple de droite. Et donc oui, ils doivent s'y faire. Il y a un changement dans la vie politique française. C'est pas la même chose qu'il y a une vingtaine d'années. Et donc il faut qu'ils s'y fassent. Et ça, c'est important aussi d'envoyer ce message. Mais concrètement, qu'est-ce que vous reprochent vos détracteurs? Qu'est-ce que reprochent vos détracteurs à votre média? Alors c'est simple, ils disent qu'on est raciste, qu'on est xénophobe, qu'on est islamophobe et finalement qu'on est d'extrême droite. Alors en règle générale, il y a une grande partie des gens aussi qui vont nous dire qu'on est pro-Israël. Donc pour eux, dans leur bouche, évidemment, c'est une critique, c'est une insulte, que du coup on est soumis au système, qu'on est soumis au grand capital et donc finalement que c'est pas étonnant que je me retrouve tous les soirs sur CNews, sur la chaîne du milliardaire Bolloré, parce que on sait que les riches et les juifs sont alliés, c'est ça leur mentalité. Donc l'extrême gauche aujourd'hui, ils défendent, ils sont en train de s'opposer à tout ce qu'effectivement on représente. Mais vous savez, en France, et Guillaume Bensoussan le disait, on a une gauche qui est devenue totalement intolérante, mais totalement délirante. Dans leur bouche, vous savez, même cette semaine, le journal Libération était vu comme un journal d'extrême droite. On a un député de la France Insoumise qui a parlé de la bollorisation de Libération. On est dans un monde de fous aujourd'hui. Moi, je me contente de défendre la France et les Français. Eux, effectivement, ils ont beaucoup plus de temps pour essayer de regarder ce sondage qui est sorti hier pour se dire, oui, c'est vrai, il y a un électorat musulman aujourd'hui en France et donc on va miser dessus. Mais est-ce que vous vous attendiez à un tel soutien? Finalement, vous avez parlé de ce retour de flamme. Est-ce que vous vous attendiez à un tel soutien à Frontières dans cette affaire? Honnêtement, non. Honnêtement, j'ai commencé ma semaine en me disant, écoute Eric, tu vas faire une semaine tranquille, t'es un peu fatigué, ça va être, on est habitué sur les polémiques, on nous invente n'importe quoi sur nous. J'étais sur votre chaîne il y a 15 jours pour en parler. Et donc, je ne m'attendais pas effectivement qu'il y ait un soutien aussi massif et qui dépasse très largement les simples tweetos. On a eu énormément de députés, Éric Ciotti, Sarah Knafo, Marion Maréchal, on a le vice-président de l'Assemblée nationale, plus d'une vingtaine de députés. On a des gens aussi, vous savez, ça ne veut pas dire que nous, on ne porte pas une ligne idéologique. Nous, on veut parler à toutes les droites. Et donc, ce sont simplement des gens qui disent, mais à un moment, c'est pas cohérent quand même qu'une grande entreprise aujourd'hui en France, quand même, se soumette à LFI. Ça paraît absolument fou, mais vous savez, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une jeune génération en France qui certes est de droite, mais il y en a une autre qui est d'extrême gauche. Et donc je pense qu'une partie de ces cadres qui ont pris cette décision, les digital managers, etc., sont des jeunes de 30 ans qui effectivement ont été pollués à l'université par un discours d'extrême gauche. Mais moi je remercie, et je sais qu'il y a énormément de gens également en Israël qui nous soutiennent. Je tiens à les remercier parce que nous, vous savez, moi depuis septembre, j'ai un procès par semaine. On en a gagné 4 déjà. J'ai près de 30 plaintes qui sont contre nous. Et vous savez quoi? Hier, j'ai reçu une plainte d'un imam salafiste. Oui, parce que l'imam salafiste, quand il voit que la France insoumise et que la gauche dit que finalement l'islamisme, ça n'existe pas, eh bien, il se dit, oui, je vais attaquer pour diffamation le média qui va dire que je suis un salafiste, alors que toutes les prêches de cet imam peuvent le montrer. Et donc, moi, je suis traîné devant les tribunaux en permanence. Et si on n'avait pas le soutien de tous nos donateurs et de tous nos abonnés, on mettrait la clé sous la porte. Merci beaucoup, Eric Tegner, d'avoir accepté notre invitation. À très vite sur i24 News. Merci à vous et bon courage. Merci beaucoup. Rachel Bourlier, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Oui, boycotter pour imposer un jugement moral comme le fait le roi Merlin, c'est imposer la censure par l'argent et je suis absolument contre et je trouve ça très frustrant parce qu'en plus moi j'aime beaucoup aller chez le roi Merlin, j'adore bricoler donc je suis furieuse et je ne lis pas Frontières et c'est vrai que en entendant ça nous donne envie de les soutenir.
Alors que je suis vraiment pas du tout le cœur de cible. Jérémy. Mais je suis contre le boycott, contrairement à ma voisine. Jérémy. Et c'est juste Non, moi, Jérémy n'a pas parlé. Non, Yael, Jérémy n'a pas parlé. Moi, cette histoire me fait beaucoup penser à l'Arcom et C8. Ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, moi le matin, surtout, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, de l'actualité, tout ça. J'ai au moins une fois par jour une recommandation de Frontières, donc une vidéo de Frontières qui apparaît. Maintenant, c'est mon choix de ne pas visionner cette vidéo, d'accord ? Par contre, je trouve que si quelqu'un veut, veut participer à ce qu'ils proposent, est d'accord avec leurs idées, tant qu'ils respectent les lois, tant qu'ils n'ont pas, n'ont pas effrayé n'ont pas dépassé les lois ou perdu des procès, en effet, comme ils en ont eu, ils les ont gagnés tous. Tant que ça, c'est en règle, je ne vois pas pourquoi on essaierait de les éliminer comme on a fait pour C8. C'est pas correct. Je trouve que chacun a le droit d'exprimer son opinion. Je ne vois pas de l'autre côté l'humanité être boycottée par je ne sais quel sponsor. Donc voilà, je trouve ça ridicule en fait. Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je vais encore plus en fait pousser le bouchon pour donner tort en fait à Yael. Non seulement on a vu que ces principes-là étaient des principes de truands et qu'on est dans une véritable guerre économique, mais que cette guerre économique ne s'arrête pas là. Je pense qu'il est très important de rappeler, lorsqu'on parle de ces pratiques, l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis, c'est quand même, on va dire, le paroxysme, on va dire, de ces pratiques-là. Et en plus de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment déplorable, c'est que la gauche, qui justement prétendait être le grand défenseur des libertés, aujourd'hui, n'accepte plus une pensée qui diverge de la sienne. Et par conséquent, si on pousse un petit peu la réflexion, lorsqu'on n'accepte plus une pensée qui diffère de la nôtre, on est quelque part dans un espèce de lissage de la pensée et finalement, on a envie d'avoir que des gens qui pensent comme nous, que des gens en fait qui ont ce même schéma idéologique. On n'accepte plus la pluralité. Donc les pluralistes qui se prétendaient pluralistes à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. C'est absolument déplorable. Donc les pratiques en fait de boycott, je trouve ça lamentable. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Alors rapidement, vraiment très rapidement, Yael, parce qu'après il y a la publicité. Rapidement. C'est juste l'émission là je désolé qui vous les boycottez pas. Il a parlé de 4 procès par semaine. Alors il y a même pas un mois, il y a Yael Braun-Pivet. Elle n'est pas LFI, elle n'est pas gauchiste. Elle a porté plainte pour antisémitisme contre les mêmes émissions. On l'avait invité en plateau pour en parler. On fait allié avec les racistes. Elle a porté plainte, c'est pas un verdict, madame. On devient pote avec des mais c'est pas un verdict. Vous pouvez porter plainte contre moi pour islamophobie demain, ou même contre moi pour antisémitisme demain. Ce n'est pas un verdict du tribunal. C'est une parole clairement antisémite contre elle. C'est une plainte. Et vous l'avez comme les mandats d'arrêt contre Netanyahou, ils n'ont pas de valeur tant qu'il n'y a pas de verdict. Et tout le monde n'a pas partagé cet avis sur la publication et déclaration de Frontières. C'était donc Éric Tegner qui était sur le plateau de CNews. Il a eu des propos où il a parlé d'Alain Minc et de Jacques Attali. Pour parler de Yael Braun-Pivet, il a dit que c'était un mix entre Alain Minc et Jacques Attali. Certains de la communauté juive ont considéré que c'était des propos antisémites. D'autres sont montés au créneau pour dire que ce n'étaient pas des propos antisémites. On verra ce que dit la justice dans quelques mois dans cette affaire. Julien Assal a suivi l'actualité du jour sur l'excellent site internet d'i24 News. L'occasion pour moi, petite parenthèse, de saluer le travail colossal de nos journalistes, Yoël et Michael. Messieurs, vous êtes extraordinaires. Qu'est-ce qu'on ferait sans vos pushs sur nos téléphones? Et je suis sûr que vous, devant votre écran, vous êtes tous d'accord avec moi. Alors on remercie Michael et Yoël pour leur travail. Je reprends. Julien Assal a suivi l'actualité du jour sur le site d'i24 News et voici sa carte blanche. Bonsoir Raphaël, bonsoir tout le monde. Alors Raphaël, déjà je voulais te dire, je me suis jamais autant vu que depuis 10 jours. Vraiment, je me vois tout le temps et je suis pas si ouf que ça finalement. Sinon, je suis très content d'être là, je suis très content. Et pourquoi? Parce qu'il y a Rachel en plateau. Rachel, ma BFF. Vraiment, Rachel, je suis désolé, j'ai oublié de mettre la musique d'Abba aujourd'hui, mais normal, j'attends la prochaine actu de Greta, donc t'inquiète pas Rachel. Sinon, pour commencer, Trump et le prince saoudien, ils ont discuté hier des accords d'Abraham. J'aime beaucoup. Moi, j'imagine bien Abraham et Donald Trump réunis dans un même texte. Voilà, ça donnerait Abraham en train de traverser le désert avec ses moutons et juste en dessous, Donald Trump en train de traverser les plateaux télé avec son fabuleux costume orange
J'aime beaucoup les accords d'Abraham. J'aime beaucoup cette négo. Par contre, depuis quand on pose des conditions dans une négo? Voilà. Moi, quand je négocie avec mes darons pour les prochaines vacances qui vont me payer, il n'y a pas de négo. C'est comme une lettre à la poste. Voilà. D'ailleurs, les lettres avec des meufs, les gars, faut arrêter. Ça marche pas. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est pas du tout le sujet. Du coup, on revient à nos moutons d'Abraham et de Donald Trump. Moi, j'imagine bien le prince saoudien chuchoter à l'oreille de Trump. Je signerai ces accords d'Abraham que si les magasins Leroy Merlin s'installent au Moyen-Orient. Vous savez, comme les joueurs de Ligue 1, là. Vous en pensez quoi d'ailleurs à Madame Lehrer? Parce qu'en plus, l'Arabie Saoudite, elle participe à la reconstruction de Gaza. Ah, ce serait parfait d'avoir des Leroy Merlin à Gaza. Ils auraient aspirateur, chariot de lavage, balai de lave-sol, raclette à vitre, tout ça à disposition. Le magasin, il aurait 3 étages au sous-sol. Ce serait de la bombe. Bon, et pour finir, je suis très content de rencontrer Jérémy Simber ce soir. Voilà, vous êtes influenceur food, vous pesez que 50 kilos, vous êtes belge, et je vous ai vu à la télé, vous êtes vraiment comme ça. Voilà, vous êtes vraiment comme, vous êtes une frite. Voilà, vous êtes une frite. D'ailleurs, en parlant de frites, je n'ai pas du tout de frites chez moi, j'ai pas fait à manger. Donc j'y vais. À demain. Et Jérémy Simber. Parce que je me retiens. Ainsi s'achève cette émission. Je remercie Rachel Bourrier, Yael Lehrer, Alexandre Bensoussan et Jérémy Simber. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain pour l'épisode 12 avec Océane Nicole à la présentation de Ça se débat avec Jean Messia, Michel Mimran, Raphaël Bécache et Samuel Lévy. Messieurs, soyez cool avec Océane. C'est sa grande première. Je compte sur vous. Et les téléspectateurs, restez avec nous sur i24 News. Bonne soirée.